Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital, 113e numéro du Hors-jeu Capital pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et cette actualité aujourd'hui, évidemment, c'est une très belle actualité. C'est la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France hier face à l'AS Monaco, la 14e de son palmarès, la 6e de l'ère QSI. Évidemment, on est quand même plutôt content de débriefer cette finale parce que ça fera quand même un trophée en fin de saison pour conforter, on va dire, si jamais le Paris Saint-Germain n'est pas champion dimanche avec Lille qui rappelle la mise, ça fera toujours un deuxième trophée. Et pour parler de cette finale, se projeter sur ce dernier match de championnat qui aura lieu dimanche pour la dernière journée de Ligue 1, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse? Heureux? Je te demande pas si t'es heureux. Salut Hugo, salut tout le monde. Bah oui, très heureux. On avait la hantise de la saison blanche, hormis le trophée des champions évidemment, mais ouais, non, je suis très, très heureux, même si le match il n'était pas fou, mais l'histoire n'était même pas là. Nous, ce qu'on voulait, c'est voir les images des joueurs heureux sur le podium en train de soulever cette 14e Coupe de France. Donc ouais, moi je suis très content et limite, je sais pas, je sens quelque chose pour dimanche. Je me dis qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça. Ah, ça serait une folle semaine. Après toute la saison qu'on a connue, ça serait quand même assez incroyable. Yacine Amned qui est avec nous également. Ça va, Yass? Ouais, salut à tous. Ouais, ça va, merci. Bon de voir le maillot que t'as un peu là, parce qu'on voit que le col là. Ça doit être Vincent Guérin, je préviens. Ah, voilà, je sais pas que c'est le RTL. Oh, il est beau celui-là. Hein. Manche longue en plus, hein. Mais c'est un vrai. Hein. Ah, bah ouais. Et tu l'as acheté où alors? Celui-là, Il l'a parce acheté à Marrakech, c'est pas vrai, il vient de Marrakech. En fait, j'avais une connaissance en commun avec Vincent Guérin et c'est après le quart de finale, je crois, contre Bordeaux en 93. Donc voilà. bah, très très beau maillot pour honorer la victoire du PSG en finale Coupe de France. Et enfin, pour terminer la bande, il nous fait le plaisir de revenir avec nous. Ça nous fait toujours un grand plaisir. Tripi Maconda qui est avec nous. Comment ça va, Tripi? Ça va, tranquillement et vous? Toi aussi heureux, hein, j'imagine. Ah Voilà. ouais, victoire du Paris Saint-Germain hier. C'est vrai que le match n'était pas assez fou, mais bon, ça fait toujours un trophée. Maintenant, on attend dimanche, hein. On va sortir un poncif, mais on le sort souvent, Tripi en finale. Une finale, ça se gagne. On s'en fout de la qualité du jeu. Ouais, mais pour nous supporters, on aime bien quand même avoir un peu d'émotion, avoir toi des petites choses à dire, quoi. Ah, bah, tu sais, nous, on a toujours des choses à dire. Il s'est passé quelques trucs quand même. Il y a eu des petites choses. Si Mbappé, il marque son lob de 30 mètres, Ah ouais, ça va franchement, quelle inspiration. Franchement, c'est. Ah là, tu vois vraiment qu'il a changé de dimension, là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les critiques qu'il a pu recevoir. Et à un moment donné, il a eu un déclic, une motivation intrinsèque là, qui a fait qu'aujourd'hui, tu peux rien dire, quoi. C'est vraiment le leader et technique, parce qu'il a remplacé un peu Neymar par rapport au match qu'il a pu louper. Et aussi ce leader comme un peu comme l'attaquant de Lille, tu vois. C'est en fait, voilà, il apporte sur les matchs, que ce soit contre Metz, contre Strasbourg, contre Saint-Etienne. Voilà, tu sens qu'il emmène tout le monde avec lui. Alors, on va en parler. Je vois que tu es déjà chaud, Tripi, pour parler de Mbappé. Évidemment, il était parti là. Je te laissais hein, pour en parler. Non, évidemment, ce sera un des thèmes du podcast d'aujourd'hui, de parler évidemment de la performance de Kylian Mbappé. Donc, le Paris Saint-Germain qui a gagné 2-0 cette finale au Stade de France. Un but tout d'abord de Mauro Icardi, mais bien récupéré par Kylian Mbappé qui a profité de l'erreur d'Axel Disasi qui lui a fait cette passe décisive. Et puis, l'attaquant français qui a marqué le deuxième but pour sceller la victoire du Paris Saint-Germain. Donc la 14e, je le disais, 14e Coupe de France de l'histoire du Paris Saint-Germain et la 6e sous l'ère QSI, la seule finale perdue, c'était contre Rennes en 2016. Évidemment, vous vous en rappelez. Yacine, je le disais, c'était une finale d'un niveau pas exceptionnel au niveau du jeu et de l'intensité, mais voilà, une finale, ça se gagne. Il fallait le faire, c'est chose faite. Le PSG aura au moins remporté, en plus du trophée des champions, quand même contre Marseille début janvier avec Mauricio Pochettino, c'était son deuxième match de la saison. Il aura gagné cette coupe qui lui tient à cœur pour porter cette fin de saison au cas où le Paris Saint-Germain n'est pas champion dimanche et que c'est Lille qui rafle la mise. Oui, et puis la Coupe de France, malgré tout, elle est dans l'histoire du PSG. Elle a sauvé des saisons. Aujourd'hui, c'est la 14e. C'est-à-dire que Paris a quand même 4 Coupes de France d'avance sur le deuxième qui en a gagné le plus, c'est l'OM avec 10. C'est pas rien. C'est aussi une coupe qui compte dans l'histoire du foot français. Même si là, depuis 2 ans, c'est un peu spécial avec le Covid, les finales jouées avec très peu de public ou pas de public. Bon, bref, l'organisation, etc. On a quand même eu cette année, malgré tout, parce qu'on est obligé de leur mettre un petit tac comme d'habitude, un championnat qui a démarré le week-end de la finale de la Ligue des Champions, un tour de coupe qui était placé pendant la demi-finale de la Ligue des Champions et une finale qui est placée entre deux matchs de championnat
avant la fin du championnat, parce que normalement la Coupe termine la saison. Ça n'arrive jamais une Coupe finale Voilà. de France en plein milieu de semaine. Voilà, en milieu de semaine et entre les deux derniers matchs, parce que normalement c'est après le dernier match de la saison, c'est-à-dire que ça clôture la saison. Donc bon, ça fait beaucoup de choses. Malgré tout, voilà, fallait le faire, ils l'ont fait. Et je pense, bon, on va en reparler après, de toute façon, on avait dit dans le podcast précédent que la finale, on ne s'attendait pas à une belle finale, on s'attendait à une finale tactique. En général, de toute façon, les finales, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Coupe de France, ce que tu veux, les finales, c'est rarement des matchs de folie. Voilà. Et je pense que le match de championnat perdu au Parc a beaucoup compté dans la gestion et dans la préparation du match. Nous, c'était un peu de cet avis-là aussi sur la coupe remportée par rapport à cette fin de saison. Est-ce que la saison, elle sauverait? Est-ce que la Coupe de France, quand même, qui tient, il y a une fibre, on va dire, émotionnelle et puis particulière entre le PSG et la Coupe de France, ça sauverait la saison, ça sauvera la saison du Paris Saint-Germain, peu importe le résultat dimanche. Ça la sauve un petit peu, évidemment, parce que comme l'a dit Yacine, tu vois, si ça avait été la Coupe de la Ligue, je t'aurais dit, bon, c'est Voilà. que la Coupe de la Ligue. Le sens de ma question. La coupe de Oui, la Ligue, j'ai bien compris. Bien sûr, bien sûr. Et en général, les coupes nationales, que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, etc., c'est des trophées qui comptent énormément. Donc, oui, quelque part, au moins, si jamais dimanche, ça ne se passe pas comme on le souhaite, bah, on se dit on a quand même remporté un beau trophée, une belle Coupe de France dans une année particulière, il l'a rappelé Yacine. Et en tout cas, il faut pas minimiser le nombre de Coupes de France remportées par le PSG, parce que je rappelle que c'est un club qui a fêté ses 50 ans. Donc 14 coupes de France en 50 années de présence. Hier, il me semble que la Juve a remporté aussi sa 14e Coupe d'Italie. Mais la Juve, c'est un club qui est bien plus ancien que le Paris Saint-Germain. Donc il ne faut absolument pas minimiser ça. Et d'ailleurs, on l'a vu à la joie des joueurs à la fin. On avait même l'impression qu'ils fêtaient le titre. Et moi, je trouve que c'est des images qui font plaisir à voir. Parce que souvent, on se dit, oui, les joueurs, enfin, ceux du PSG, en tout cas, ils sont millionnaires, ils sont blindés d'argent, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Ben non. Hier, tu vois Angel Di Maria qui est comme un fou en train de fêter aussi son trophée de meilleur passeur, passe à 104 passes décisives, voilà. Je crois. Enfin, tu y reviendras, je pense. Meilleur passeur maintenant de l'histoire du club et il devance Safet Souzic qui est à 103 maintenant. Voilà. Et aussi la joie d'un Kylian Mbappé quand il a été passeur et quand il a été buteur. Donc non, c'est des images qui font plaisir à voir. Et même si dimanche ça se passe pas comme on le souhaite, ben, nous en tout cas on aura été content de vivre cette 14e Coupe de France. Trippi, justement, Moussa en parlait sur les images de joie collective des Parisiens, etc. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut du Paris Saint-Germain, que c'est que la Ligue des Champions qui compte, etc. Le championnat est un peu plus faible, mais tu es toujours content de remporter une Coupe de France, surtout quand tu as été la chercher, que tu as battu des gros clubs pour aller la gagner. Monaco les avait quand même battus 2 fois cette saison, et on a toujours une petite revanche personnelle, et puis sublimé par avoir le trophée, par avoir un trophée. Non, mais après, c'est sûr, après, c'est des compétiteurs, c'est des challengers, donc forcément, en tant que footballeur de haut niveau, ben, tu as envie de gagner des trophées. Comme Mouss l'a dit, oui, c'est des millionnaires, certes. Mais tu sais, le million, tu t'en fous quand tu perds une finale de Ligue des Champions, tu pleures comme un enfant, tu vois. Donc forcément, là, tu gagnes une Coupe de France, c'est la 14e au club. Le club est assez jeune, donc c'est déjà très bien. Quand tu vois la joie des joueurs parisiens, ben, tu sens que les gars, ils ont envie de gagner, quoi. Donc maintenant, on le dit, dimanche, voilà, si tu fais un bon résultat, franchement, j'y crois. Parce que. Tu crois, toi? Ouais, j'y crois. Parce que Lille, voilà, je pense que Lille a compris ce que c'était d'être dans la position du roi. Ils l'ont compris face au match contre Saint-Etienne. Mais non, mais c'est toujours intéressant de gagner des titres. C'est normal. C'est aussi pour ça qu'on joue au foot, quoi. Yacine, pour revenir un peu, on parlera de cette fin de saison et du prochain match du Paris Saint-Germain en championnat dimanche. Mais sur ce match en lui-même, dans l'approche tactique, on a vu quand même, parce que évidemment, Pochettino avait en tout cas tiré des enseignements du dernier match qui opposait deux équipes au Parc, la défaite 2-0, où ils avaient subi, on va dire, un bloc compact, bien organisé, ce 4-4-2 traditionnel de Monaco. Là, il a renforcé son milieu de terrain avec Gueye, Herrera et Danilo Pereira. Et on a vu que clairement, ça s'est joué quand même, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas eu un niveau de jeu incroyable, mais par contre, il y a une grosse bataille au milieu de terrain et qui a été remportée par le Paris Saint-Germain, notamment en coupant les liens, on va dire, entre Golovin et les deux attaquants, en prenant bien Ben Yedder et Voland. Et on a vu que dans l'approche tactique, Pochettino a retenu les leçons, en tout cas, de la dernière défaite du Paris Saint-Germain contre Monaco au Parc. Ouais, alors c'est toujours pour ça qu'il faut toujours analyser le contenu et le résultat
différemment. Parce que, rappelez-vous, ce qu'on avait dit après le match, la défaite au Parc. En tout cas, moi, ce que j'avais dit, attention, arrêtez de croire que Monaco a fait un grand match. Monaco avait été sérieux et en fait avait eu un scénario favorable. Il faut jamais oublier qu'un match, c'est quoi? C'est un rapport de force, déjà au départ. Donc, il y a une équipe qui va décider de prendre le dessus ou de mettre en place quelque chose et être contrarié ou pas. La deuxième chose, c'est le scénario. Et quand tu décides d'avoir une approche comme ça du match, et on en avait parlé dans le dernier podcast, nous on voyait ça comme ça en se disant Monaco avait un peu piégé le PSG au parc, il fallait pas leur donner l'occasion de te piéger une deuxième fois en allant les chercher, en jouant et en te faisant contrer. Donc après, quand tu mets en place cette stratégie-là, bah, il y a le scénario. Et le scénario de marquer au bout de 20 minutes et de prendre l'avantage au score, de mener au score, bah, il te permet d'installer réellement le scénario comme il te convient à toi. Et c'est désormais à Monaco de changer sa façon de voir le match. Donc voilà, en fait, c'est les enseignements, mais c'est le scénario qui te permet d'insister sur cette stratégie-là. C'est-à-dire que si Monaco marque avant toi, bah, évidemment, tu es obligé de revoir tes plans. Donc là, voilà, c'est le scénario parfait. Ça me permet juste de faire une petite parenthèse sur l'action sur Dizazi, parce que moi, je reproche. Ah, Yacine, on m'a dit, on dit Dissassi. Ah, ok. Voilà, Ouais, il n'y a pas de. Sassi. Voilà. Juste parce que, en fait, ça me permet de redire un peu beaucoup de choses que j'ai dit tout au long de la saison. La première, c'est que les joueurs doivent toujours être concernés. Quand je parlais, enfin, pour ceux qui ont vu les vidéos, je dis toujours, tiens, il y a les joueurs, des fois, ils ne font pas les 4-5 mètres de course pour être toujours en mouvement et pour être toujours concernés. Là, Dissassi, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est déjà. Son erreur, en fait, c'est qu'il est déjà dans sa relance avant de faire son contrôle. C'est pour ça qu'il rate son contrôle. Mais Il est parce déjà que dans l'action. la passe de Magiquet, on est d'accord, elle n'est pas mauvaise. Non, mais elle est bonne. Non, mais tout est bon, son orientation, elle est bonne. Mais en fait, il n'a pas encore fait son contrôle, qu'il est déjà en train de penser à ce qu'il va faire après. Et si vous regardez bien son attitude, il est déjà en train de regarder. En gros, la passe est bonne, j'anticipe ce que je vais faire. Sauf que dans le foot, il y a des étapes. Il y a le contrôle, puis la passe. Et en fait, son contrôle n'est pas bon parce qu'il est déjà dans sa passe. Et le fait que Kylian Mbappé soit encore concerné par l'action et pas en train de regarder comme ça arrivé à lui, mais à d'autres, hein, plein de fois dans les matchs où on se dit, bon, il fait son contrôle, j'irai après, et ben, le fait qu'il rate son contrôle et le fait qu'Mbappé soit quand même en mouvement, ça lui permet de faire les deux pas pour récupérer le ballon. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'insiste là-dessus sur la façon d'être toujours concerné. Et c'est dur, hein, je ne dis pas le contraire. C'est dur pour un joueur d'être concerné 95 minutes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est ce qui te permet de gagner ces petits centièmes. Parce que si Mbappé ne fait pas ses 2 mètres avant, en fait, le contrôle, même s'il n'est pas bon, et ben justement, le Monégasque, il peut prendre le ballon et le jeter. Il a le temps. Là, il n'a pas le temps, en fait. Voilà. Et justement, avant d'aller voir Mouche, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Trippi quand même, voilà, qui est défenseur, alors défenseur latéral gauche, mais voilà, par rapport au positionnement de Dissasi sur la passe et sur le temps de réaction, et surtout Kylian Mbappé qui est très proche de lui, qui récupère le ballon. Comment tu as jugé, toi, la situation? C'est Dissasi qui fait une erreur de jugement ou qui regarde, qui est déjà porté vers à savoir qui va faire la passe et qui contrôle et qui regarde pas le ballon en fait? Non, mais c'est complètement ça. C'est en fait son. Non, mais tout est bien que ce soit dans sa posture quand il demande le ballon. Mais le problème, comme il l'a dit Yacine, c'est qu'en fait, il est déjà dans l'anticipation de ce qu'il va faire après. Et quand même, quand tu vois bien, il n'a pas d'exploration visuelle. En fait, pour eux, c'est tellement. En fait, c'est la même chose qu'il a fait comme Kerrer. Tu vois, le Kerrer, la passe contre Manchester. Ouais. En fait, c'est quelque chose d'automatisé qui peut-être qu'il fait souvent. Et quand il reçoit le ballon, c'est direct. Et là, tu sens qu'il y a un manque de concentration de sa part. Parce que, comme il l'a dit, il faut que tu sois engagé. Il faut que tu sois vraiment engagé dans le moment présent. Et après, il n'a aucune exploration visuelle. Et ça fait que Mbappé, il réussit à récupérer le ballon. Mais toi, sur ce match-là, ce qui a fait la différence par rapport au match perdu au Parc, c'est que là, il y avait Icardi, Di Maria et Mbappé qui presaient sur les 3 défenseurs. Donc ça leur permettait qu'ils ne pouvaient pas, en fait, ça veut dire que Monaco ne pouvait pas placer leur jeu comme ils pouvaient le faire, comme ils peuvent le faire, surtout comme ils l'ont fait en championnat en Ligue 1, tu vois. Donc c'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça qu'Mbappé, à ce moment, il est haut, parce que c'est un peu la tactique, je pense, qu'ils ont mis en place, c'est d'aller les chercher très haut. Et après, voilà, tant mieux. Mbappé récupère le ballon, il fait une petite passe à Icardi, ça fait un but. Icardi, heureusement qu'il a marqué hier, hein, parce que sinon, c'est pas qui jouait. Non, je rigole. Après... Je rigole, j'adore Icardi, mais bon, hier, vrai, au-delà de son but, nous, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, Icardi. Mais il faut marquer en finale. Il était là pour marquer au moment. Pas...
Oui, bah, c'est déjà arrivé, hein, K'icardi, on ne le voit pas Ah, ok. beaucoup, mais il est suffisamment toujours bien placé dans la surface pour récupérer le ballon d'Mbappé. Donc tant mieux pour lui, parce que c'est vrai que sinon, ça aurait peut-être fait un peu tâche à la fin du match. Mais il a mis son but, il a aussi parfois pressé, je l'ai vu courir quand même. Donc Oui, oui, non, mais je rigolais. c'est un match mitigé. Après, sur la globalité du match, moi, la question que je me suis posée en fait en voyant la composition de départ, c'est est-ce que c'était un choix volontaire de Pochettino de densifier le milieu et de placer Danilo à son vrai poste? Et on l'a toujours dit que Danilo, quand il est devant la défense, bah, c'est son jeu. Et hier, franchement, globalement, il fait plutôt un bon match. Je ne sais pas ce qu'en pensent Trippi et Yacine. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Mais la question, c'est est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était parce que Draxler était sorti au match précédent, que Neymar était suspendu et que on a vu que Draxler n'était pas rentré. Donc ça veut dire qu'il n'était pas prêt physiquement à jouer. Y a plusieurs choses. En tout cas, si c'était volontaire, c'était plutôt bien joué parce que je pense que le Pochettino, il voulait pas perdre une troisième fois face à Monaco et il a préféré un peu densifier le milieu parce qu'il avait une autre solution. Il avait aussi Rafinha qui était là. Il aurait pu aussi jouer à la place de Draxler dans ce 4-2-3-1. Mais je pense qu'au final, c'était plutôt volontaire de la part de Pochettino et ça lui a plutôt donné raison parce que vous en parliez en début, un joueur comme Ben Yedder, on ne l'a pas vu. Les attaquants monégasques, on ne les a pas beaucoup vus. Et si on ne les a pas beaucoup vus, c'est aussi parce que le PSG était bien placé, en tout cas quand c'était en phase défensive. Donc même si ce n'était pas très agréable à regarder ce match, même s'il y a eu des belles choses, mais dans l'ensemble, comme l'a dit Yacine, bah, ce n'était pas une super finale. Malgré tout, tactiquement, je pense que Pochettino, avec les moyens du bord, parce qu'encore une fois, il avait des suspendus des joueurs à court de forme, bah, je trouve que c'était plutôt pas mal. Je sais pas, je te voyais sourire, Trippi, sur ce que disait Mousse par rapport à la config. Mais c'est vrai que dans la configuration du match, par exemple, du match au Parc perdu, où Monaco marque rapidement avec Sofiane Diop et donc peut attendre les Parisiens pour les prendre en compte, là, clairement, je pense que Nico Kovac n'avait pas prévu de prendre un but aussitôt et que ça a un peu restreint ses plans. D'ailleurs, la preuve, puisqu'il avait mis Ruben Aguilar, comme il avait fait au Parc, en milieu droit pour contenir un peu Mbappé et aussi profiter de la vitesse d'Axel Dissassi pour un peu prendre Mbappé. Et là, au final, il s'est retrouvé un peu mené à la mi-temps et obligé d'ailleurs de sortir Aguilar et de mettre Crépin Diatta pour ramener un peu de vitesse et de percussion. Mais je pense que les Monégasques n'avaient pas prévu ça et qu'ils se sont retrouvés à. Et je pense que ça a aussi un coup de Pochettino d'avoir mis ce milieu de terrain à 3 pour les gêner dans ce secteur. Ouais, ouais, donc ouais, après, tu sais, il y a les suspendus, il y a les blessés, il y a les méformes, on est en fin de saison aussi, donc avec tout ce qui s'est passé cette saison, donc il y a des joueurs qui sont fatigués. Mais tu vois que sur le match, et surtout en première mi-temps, moi, honnêtement, la première mi-temps, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le comportement des joueurs sous pression, sur le pressing monégasque. Quand nous, on était dans cette phase de construction, on a réussi vraiment à s'en sortir, à trouver après des fois Di Maria ou même Icardi en point d'appui, ou même Mbappé plus haut, tu vois. Parce qu'après, là, sur le coup, Monaco, il s'était scindé en deux. C'est-à-dire que la défense, elle ne montait pas. Mm. Et tu avais les milieux aussi qui étaient bas. Et en fait, c'est les attaquants qui faisaient le boulot. Et on arrivait un peu à s'en sortir avec pas mal de mouvements, tu vois. Après, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Il y avait vraiment là, tu sens qu'il y avait quand même la fatigue. Le changement de stratégie de Kova voilà, qui a dit peut-être aux joueurs libérez-vous, arrêtez de les regarder jouer. Et là, avec le 1-0 de notre côté, ben, forcément, tu changes ta stratégie. Tu vas plus haut, tu as plus le ballon, donc tu essaies un peu d'emmener les actions. C'est vrai que c'était un peu chaud pour Paris à certains moments. Voilà, après, on a réussi à mettre ce deuxième but qui nous a conforté sur ce match-là. Yacine, toi, par rapport à ce que disait Mousse, tactiquement, tu penses que c'est dû aussi aux blessés et aux suspensions qu'il a joué comme ça, Pochettino, ou c'est parce que vraiment il a vu ce qui n'avait pas marché au Parc contre ce Monaco-là et qu'il a rectifié un peu le tir? Ouais, je pense qu'il y a un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a la stratégie et de s'adapter. Mais effectivement, je pense que le fait que Draxler soit sorti blessé musculaire le dernier match, et tu rejoues même pas 3 jours après, moins de 3 jours après, oui, je pense que c'était de se dire, bon, à un moment donné, il faut, un, s'adapter, et deux, malgré tout, c'est une finale, et mettre les joueurs qui sont le plus aptes à pouvoir courir et à pouvoir jouer. Donc, parce que malgré tout, si on analyse réellement comment le PSG a joué, on voit bien quand même que ce milieu à 3 a posé problème quand même dans la construction du jeu. Donc, je peux pas me convaincre que Pochettino s'est dit, quoi qu'il arrive, on ne va pas construire.
Donc, je pense qu'il a fait un mix des deux. C'est-à-dire Draxler n'est pas dispo, Verratti n'était pas dispo. Rafinha, on a bien vu qu'il comptait pas forcément sur lui, ou en tout cas pas pour débuter les matchs. C'est bien Donc, dommage, d'ailleurs. voilà, donc se dire, bah, ok, on va partir sur cette idée d'être plutôt costaud, solide, ne pas se projeter en nombre parce que pas se faire contrer comme ça nous est arrivé le match au parc. Et puis ensuite, on verra, comme je dis toujours, voilà le scénario. Et le scénario, il tourne en ta faveur. Donc, bah, le plan, il est parfait aussi, c'est comme ça. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop discuter les équipes de départ parce que on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans le staff, on n'est pas avec les joueurs au quotidien. Donc le plan de départ, pour moi, il est toujours un peu particulier parce que chaque entraîneur a sa façon de voir les choses. Je suis plus à discuter les changements en cours parce que là, tu peux réellement te dire, on a vu des choses, on a vu des choses moins bien. Tu peux un peu te mettre à la place du coach, et puis en fonction du scénario. Mais les choix de départ, j'aime pas trop les discuter parce que je pense qu'il y a une stratégie qui est mise en place et comme on a chacun notre façon de voir le foot, je peux pas te dire, ouais, il a fait une erreur au départ. Par contre, après, dans le cheminement et la construction du match, ouais, on peut toujours discuter. Ok, bah très bien, Yacine, je te poserai plus la question, c'est pas Non, grave. non, 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 on peut en discuter, mais ce que je veux dire, tu peux pas critiquer en te disant, ouais, il s'est trompé parce que tu sais pas ce qu'il a voulu mettre en place. Réellement, je parle. Tiens, on a perdu Hugo, du coup. Ouais. Hugo, je sais pas si tu nous entends, mais ouais. Allô, Hugo. Bon, bah, premier couac De l'émission. premier couac du podcast. Je sais pas s'il nous entend. Ah ouais, là, il est bloqué, je pense En qu'il tout va cas, se reconnecter. il a un beau sourire. Hein. Il a un beau sourire. Bah, je vais le remplacer le temps qu'il revienne. Du coup, je vais donner la parole à Trippi. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier, toi, Trippi, qui t'a fait, voilà, qui t'a fait plaisir pendant le match? Côté parisien, évidemment, on a vu qu'Mbappé avait fait un grand match. Di Maria, peut-être un peu plus difficile offensivement, mais qui a été très utile dans la première relance et parfois même pour conserver les ballons. Est-ce que tu voudrais, voilà, quel joueur selon toi a tiré son épingle du jeu hier Non, franchement, celui qui a fait le match le plus correct, on va dire, pour moi, c'est Danilo, tu vois. Dans cette position de Oui, sentinelle, défensivement, il a réussi à anéantir les attaques adverses. On l'a vu sur plusieurs interventions où il allait vraiment au contact des joueurs. Après, dans la construction, il a fait des choses simples. Tout le monde pensait que Danilo, quand il est arrivé, ça allait être un futur, je sais pas, tu vois. Mais en fait, non, Danilo, c'est vraiment le numéro 6. Quand un coach veut peut-être organiser quelque chose, c'est celui qui aère le jeu, qui se prend pas la tête, qui joue une touche, qui joue des fois face à lui et qui arrive comme je dis, à anéantir vraiment les attaques adverses. Et hier, il l'a fait de la plus belle des manières. Tu vois, il y a ni plus ni moins, il n'a pas fait plus, il n'a pas fait moins. Il a fait vraiment son taf. Après, Kerrer, voilà, il a fait un match correct. C'est vrai que ça fait 2-3 matchs qu'il fait des matchs corrects, tu vois. Et on sent que c'est plus un défenseur central qu'un latéral quand même, tu vois. Parce que latéral, ça demande parfois plus de choses qu'un central. Et là, pour le coup, il a fait un match correct. Yacine, pour parler sur Danilo, on l'avait souvent dit que lorsqu'il jouait à son poste, c'est-à-dire en véritable milieu défensif devant la défense, c'était beaucoup plus simple quand il avait le jeu en face de lui et que lui, c'est plutôt aussi un joueur simple, c'est-à-dire qu'il récupère les ballons et il passe directement. Est-ce que, comme Trippier, tu penses aussi qu'il a fait un super match? Non, En il a tout fait cas, un bon match, pardon. Tu sais que Là, là. j'aime pas les superlatifs. Désolé, Un match correct. désolé, mon ordinateur a bugué. Je pense que c'est le fait qu'Yacine n'ait pas voulu répondre à la question, ça a fait passer leur- J'espère que Eh ça va ben, pas revenir. Je me suis pas remis, parce que je suis en Wi-Fi, peut-être, c'est peut-être pour ça que ça a sauté, je sais pas, mais j'espère que ça ne ressortira pas. Désolé, je vous ai coupé. Qui J'en parlait? étais à Danilo, j'en étais à Danilo. Ah oui, alors, il a fait un bon match quand même. J'ai vu qu'il a été quand même, on va dire, mis en valeur par les twittos hier qui trouvaient qu'il avait fait un très bon match dans ce poste de sentinelle. Alors, donc, il y a deux choses. La première, c'est qu'on voit en fait que le positionnement de Danilo a posé problème à Paredes. Comme quoi, on ne peut pas jouer avec les deux, en fait. Ouais, on peut pas. Exact. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'on a répété tout au long de la saison. En fait, Danilo, tu l'utilises dans un système où ton bloc est plus bas, plus compact, dans une stratégie qui n'est pas d'aller chercher. Il ne peut pas faire des courses de 40 mètres, Danilo. Positionné devant la défense, voilà. Après, moi, je vais être clair, c'est pas ma tasse de thé, voilà. Je pense qu'il y a quand même malgré tout, c'est pas le joueur qui permet de faire mal dans les passes, dans la relance.
Par contre, en fait, quand tu es dans cette stratégie-là, comme c'était hier, bah oui, c'est un joueur qui correspond presque plus que Paredes, en fait. Parce qu'il est plus costaud, plus. On sent que c'est son rôle. Voilà. Paredes, c'est quand même plus un joueur de foot. Il ne faut pas oublier que Paredes, à Boca, c'est un joueur qui est formé en tant que numéro 10. C'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout le même profil de numéro 6. Il y en a un qui correspondra à un système ou à un plan, et l'autre qui correspondra à un autre plan. Hier, Danilo, il correspondait plus à ce plan-là, parce que Paris avait décidé de ne pas se livrer, d'attendre, de jouer simple, et de ne pas se projeter en nombre. Donc voilà, et finalement, on voit que Danilo a fait un bon match. Ça a posé problème à Paredes, parce que Paredes, dans ce rôle-là, un peu plus haut, on sent que déjà dans le volume de jeu, il n'y est pas. Et donc, il est plus en difficulté. Hein, il n'en a pas de volume de jeu. voilà, donc voilà, et c'est pour ça qu'hier, c'était un peu problématique. Et c'est pour ça que le scénario, en fait, a été parfait avec ce but au bout de 20 minutes, parce qu'il a permis, en fait, à ses joueurs de limiter la casse, entre guillemets. Si, par exemple, Paris avait pris le premier but, en attaque, tu pouvais t'adapter, mais ce milieu de terrain-là, je pense qu'il t'aurait posé problème pour aller faire basculer la rencontre dans une course au score, en fait. Trippi, je ne sais pas qui, Trippi ou Mousse voulait réagir à ça? Ouais, Trippi, il avait déjà réagi. Bah, quand ça a coupé, j'étais remplacé le temps d'une minute. Donc, j'avais donné la parole et il a parlé de Danilo. Bah, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qu'ont dit mes deux camarades sur Danilo. Moi, je trouvais que dans sa position, il était plutôt intéressant hier. Et c'est vrai que Paredes, on l'a peut-être un peu moins vu. Alors, moi, je veux bien croire, je ne suis pas un spécialiste comme Yacine, donc je veux bien croire que c'est sans doute le positionnement de Danilo qui a peut-être gêné un peu Paredes. Mais en tout cas, Danilo, que ce soit hier ou même sur l'ensemble de la saison. Alors évidemment, il n'a pas fait que des bons matchs, mais on ne peut pas dire aussi que ce soit un échec, parce que moi je trouve qu'il a quand même bien dépanné dans ce milieu lorsqu'il y a eu des absents, que ce soit pour Covid, pour suspension, etc. Et de toute façon, il a une option d'achat, je crois, quasiment obligatoire. Donc normalement, elle sera levée cet été et il faudra compter avec lui. Et moi, je trouve que sur certains matchs, comme celui d'hier, comme l'a appelé Yacine, voilà, tu as une bonne option, tu as un vrai milieu défensif devant la défense. Il est grand, on l'a vu même quand il jouait défenseur central, les ballons de la tête, il les prenait. Je ne parle pas d'hier, hein, je parle de quand il a joué défenseur central pendant la saison. Donc voilà, c'est un joueur qui est polyvalent. C'est Tuchel qui l'avait repositionné en défenseur central. On sait pourquoi, c'était pas forcément tactique. Mais force est de constater que ce soit en défenseur central ou en milieu défensif, c'est plutôt bon. Après, là où peut-être, comme l'a dit Yacine et même Trippi, ses limites, c'est que peut-être dans le 4-2-3-1, quand il joue avec un autre milieu, ouais, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais sur l'ensemble de sa saison, moi, je suis plutôt content. C'est vrai qu'on l'avait parfois un peu critiqué et même parfois raillé sur les réseaux lorsqu'il est arrivé. Mais non, ça reste un bon joueur, le Danilo Pereira. C'est pas mal. Parlons de l'homme du match hier, Kylian Mbappé. Je sais, en plus, je vais venir vers toi, Trippi. Quand je t'ai présenté, tu es parti direct sur la performance de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai qu'il y a tellement à dire. Et il est quand même impressionnant depuis quelques mois et même depuis, enfin, je pense, sur l'année 2021. Il est tout bonnement exceptionnel en termes de stats et d'investissement. Mais alors voilà, il vient d'être sélectionné pour la liste des Bleus présent à l'Euro. Il a fait cette passe décisive, donc sur le premier but, on en a parlé. Et le deuxième but, qui est quand même, l'appel est très intéressant sur la petite passe de Di Maria et le petit piqué pour la mettre juste qu'il faut au-dessus du gardien monégasque Majeki. C'est vrai que Trippier, en ce moment, il marche sur l'eau. Il porte son équipe, surtout, il l'emmène avec lui. Que ce soit du point de vue technique, mentalement, dans le leadership. Il est décisif, efficace, concerné. Enfin, c'est vrai qu'on sent qu'il a... C'est étonnant parce qu'on sent qu'il a retrouvé des jambes, alors qu'ils accumulent un nombre de matchs cette saison record. Et on a souvent dit que Paris avait pêché physiquement cette saison. Et lui, on a l'impression qu'au moment où l'Euro arrive, bah, il retrouve son état de forme physique et qu'il est très, très bien. Bah, il a retrouvé cette excitation. Je pense qu'il a fait la différence, c'est que tu as la Ligue des Champions. Tu es quand même en demi-finale de la Ligue des Champions, donc ça pour un joueur, c'est quand même excitant. Tu as ce fameux championnat où tu sais que tu peux terminer champion. Tu étais un peu en concurrence avec Lille, donc ça aussi, ça apporte aussi un surplus. Tu as la Coupe de France qui, même s'ils ont gagné hier, ben, c'est pareil, tu vois. Et bah, après, bien sûr, tu as l'Euro en perspective, et surtout avec le retour de Benzema. Je pense qu'il est vraiment content, tu vois. Ouais. Mais, et puis, sur Instagram, dès que Benzema était annoncé, il avait déjà le post Instagram de prévu à dire à la connexion Kylian Mbappé-Benzema pour l'Euro.
la petite photo. Hein. Ouais, non, mais voilà, c'est ce que tu sens avec lui. Mais comme j'ai dit, tu vois, il a retrouvé en fait cette motivation, cette âme d'enfant, tu vois, qu'il avait un peu perdu. Moi, je trouve qu'il l'avait un peu perdu. Après, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas prolongé? Est-ce qu'il est en discussion avec le Paris Saint-Germain? Voilà, est-ce qu'il avait des choses dans la tête? Après, ça, on ne peut pas le savoir. Et là, en fait, il avait retrouvé cette motivation qu'il l'a fait, en fait. Quand tu le regardais à Monaco, c'était cette insouciance qu'il avait qui fait qu'il faisait des matchs et des performances. Et aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, et surtout dans cette année 2020, tu sens que voilà, il a retrouvé vraiment ce punch, ce leader. Moi, c'est vraiment. Je ne pensais pas en fait qu'il pouvait avoir ce leadership. Tu vois, je pensais que c'était quelqu'un un peu. Tu sais, quand Neymar il joue, on sentait qu'il arrivait qu'il s'éclipsait un petit peu, tu vois. Il se mettait un peu dans l'ombre. Et là, en fait, tu sens que voilà, c'est lui qui porte l'équipe. Sur les matchs que j'ai pu dire, que ce soit Strasbourg, que ce soit Metz, que ce soit contre Saint-Etienne, tu vois, c'est là où tu sens que Mbappé il a progressé. C'est vrai que, est-ce qu'on sent que, comme le dit Trippi, on sent qu'il a passé un cap mentalement et que surtout il y a une remise en question sur son jeu où il a subi des critiques justifiées sur certains matchs parce qu'il en faisait trop, où il avait un peu de déchets et ce qu'on lui reprochait, et surtout de ne pas jouer son jeu, d'avoir le ballon mais arrêter, alors que Mbappé, on l'a vu sur les derniers matchs, les buts qu'il a mis. J'ai un exemple, le but contre Montpellier la semaine dernière en demi-finale de Coupe de France, où il prend le couloir gauche et qui met ce petit dribble à Hilton, le pauvre Hilton de plus de 40. Ah. On l'a Ah, repris. Finalement, c'est lui qui coupe. Hein. On pensait que c'était Yacine, mais. Ah, Hugo. Ah ouais, en plus, ouais, c'est bien, il a une belle gueule. Là. Avec l'image figée, c'est pas mal. Vas-y, mais vas-y, Moussi. De toute façon, tu allais parler d'Mbappé, donc. Ouais, non, sur Mbappé, je suis assez d'accord avec Trippi. Et moi, ce que je vais souligner, c'est pas tant son jeu, c'est vraiment le côté mental. Et c'est vrai qu'il a subi beaucoup de critiques et on sentait que ça l'avait touché. Rappelez-vous qu'il avait fait une déclaration en disant que lui, je crois que c'était pendant le rassemblement de l'équipe de France, il n'avait pas fait des bons matchs. Il avait été pas mal critiqué et il disait que lui, c'était un peu plus difficile pour lui parce qu'il jouait en France et que les joueurs qui venaient en rassemblement, la plupart jouaient à l'étranger, donc ils subissaient peut-être pas autant de critiques ou peut-être qu'ils le vivaient mieux parce que dû à l'éloignement. Et tu sens qu'il y a un véritable changement depuis 2-3 mois. Et moi, je reste persuadé que le coach y est pour Ouais, beaucoup. Ouais, moi je pense que c'est vraiment le coach a dû vraiment beaucoup lui parler à part et il a vraiment changé d'attitude sur le terrain. Là où il était très agaçant au retour après la trêve hivernale, pardon, où on sentait qu'il y avait un côté où lui aussi voulait se montrer un peu comme Neymar et que parfois il abusait de dribble, il abusait de gris-gris, là où c'était pas forcément nécessaire, là où plutôt il fallait jouer simple. Là, on a vraiment retrouvé le Mbappé qu'on aime qui joue simplement, qui est altruiste, qui est content de faire marquer les autres. Et ça, c'est très important. J'entends un bruit bizarre en fond. Ah, c'est bon. Donc voilà, non, Mbappé, moi, je pense que la dimension mentale, elle a changé. C'est véritablement le leader technique de cette équipe aujourd'hui. C'est plus Neymar. Et puis de toute façon, ça ne pouvait pas être Neymar parce qu'il a raté beaucoup trop de matchs cette saison. Et en termes de points rapportés à ton équipe, cette saison au PSG, il n'y a pas d'équivalent avec Mbappé, quoi. C'est vraiment le leader de cette équipe. Et honnêtement, quand tu le vois comme ça, tu ne peux pas espérer autre chose qu'une prolongation et qu'une longue prolongation. Même si parfois il nous a énervés, c'est vrai, et parfois sous le coup de la colère, on disait bah, il n'a qu'à partir, etc. Moi aussi, je me rappelle une fois, comme Yacine, en parlant des deux, j'avais dit non, mais si ça continue, bah, partez, parce que vous n'êtes pas assez impliqués. Mais évidemment qu'aujourd'hui, je le regrette parce que je pense que c'était un jugement un peu hâtif et qu'aujourd'hui, quand tu vois à quel point il est impliqué et surtout la gagne, il emmène les joueurs avec lui alors que c'est un jeune joueur. Et c'est lui, tu as l'impression qu'il les emmène pour aller chercher les victoires, que ce soit hier en Coupe de France. Et je suis sûr, pareil, dimanche, même si on n'a pas notre destin entre les mains. Mais le fait d'avoir un joueur comme ça qui t'emmène, c'est fantastique et c'est un jeune joueur. Donc moi, j'espère du fond du cœur que le PSG réussira à le convaincre de rester encore. Et si c'est le cas, honnêtement, voilà, on peut espérer la saison prochaine une super saison s'il est toujours dans cet état d'esprit. Moi, j'ai fait un partage de connexion, j'espère que j'aurai plus de problème. Je sais pas pourquoi, ça me faisait plus ça, là, ça le refait. Mon ordi, en fait, il s'arrête et je vois vos têtes voilà, figées et ça marche plus, je suis obligé de le redémarrer. Excusez-moi pour ces petites gênes Pas de techniques. souci. Yacine, sur Mbappé, j'imagine Ouais. que tu devais parler de
du début de saison où il a subi des critiques, etc. Et aussi qu'il y a une prise de conscience peut-être dans son jeu et dans ses performances. Mais je veux rajouter un élément à ce débat. Est-ce que c'est aussi depuis que Pochettino est arrivé en début d'année 2021, parce que c'est quand même depuis le début de l'année 2021 que Mbappé est très très performant. Je le rappelle quand même, il est à 40, avec le but marqué hier, il est à 41 buts sur la saison. C'est son meilleur total sur une saison entière. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une part de Pochettino dans le fait qu'il ait réussi à retrouver ce niveau, que son management en fait, c'est ce que je viens de dire quand ouais, c'est pas entendu, je crois que ça a coupé. Non, mais c'est bien aussi que tu demandes l'avis de Yacine, évidemment. Yacine, vas-y. Taquine. En fait, il y a beaucoup de choses autour d'Mbappé. La première, c'est que, effectivement, je vais tout de suite répondre à la question de Pochettino. Oui, on ne peut pas dire un entraîneur serait responsable qu'un joueur se comporte mal ou est mauvais et dire après, non, il n'est pas responsable de quand il réussit. Évidemment, un club, c'est un tout. Donc, ton entraîneur, il te permet de te mettre en confiance, il te permet aussi de te recadrer. Voilà, et c'est une relation avec ton coach. C'est pour ça que des fois, on le voit dans plein de clubs, quand ça passe plus avec le coach, on a l'impression que les joueurs lâchent le coach. En fait, c'est pas réellement ça, mais il y a quelque chose qui passe plus et il y a plus de discussion, il y a plus de feeling, il y a plus de confiance. Donc, le coach est autant responsable quand ça marche pas que quand ça marche. Donc, évidemment qu'il est responsable. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui concernent Mbappé directement. Le premier, c'est que je pense qu'on a trop tendance, et notamment en France, en fait, à séparer le mental et le physique. Le physique, c'est une chose. Il y a la préparation que personne n'a eu cette année. Enfin, je parle du PSG, parce qu'il y a des clubs qui ont eu des préparations. Le PSG n'a pas eu de préparation, a enchaîné le Final 8, etc. Rappelez-vous des déclarations d'Mbappé autour de octobre-novembre. J'ai l'impression que ça fait 200 matchs qu'on joue d'affilée, etc. Ça, c'est pas le physique. En fait, ça, c'est le mental. Mais quand ton mental n'y est pas, physiquement, tu ne peux pas y être. Parce que le mental fait que ça te permet de te renouveler, de te régénérer, mais aussi de vouloir faire les efforts. Et c'est pas que physique. Le physique, c'est une chose, mais c'est pas que physique, c'est aussi mental. Et les deux sont liés. La deuxième chose, c'est que je pense qu'Mbappé a eu une prise de conscience. Je le redis, même si certaines personnes n'étaient pas d'accord avec moi sur YouTube, moi, je pense et je suis persuadé que sur la Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, bon, il y a le contexte et tout, les joueurs, en général, ils ne trichent pas réellement. De toute façon, ils trichent. Voilà. En Ligue 1, il y a ce tournant de Nantes où il coûte le match avec son attitude, avec sa passe ratée. Et moi, je reste persuadé qu'à ce moment-là, il se dit, c'est un match qui va compter parce que Paris ne bat pas Nantes et devait reprendre la première place après ce match. Et je pense que dans sa tête, il se dit, non, j'ai coupé quelque chose, je dois réparer cette erreur. Voilà, entre guillemets. Parce que c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, pour moi, il y a cette prise de conscience. Et vous regarderez tous ces matchs en Ligue 1. Encore une fois, je mets la Ligue des Champions de côté. Il y a une attitude d'Mbappé avant Nantes et après Nantes. Après Nantes, il est dans l'efficacité, dans je veux faire mal, dans je suis là pour prendre les points maintenant. On arrête les bêtises, le cinéma, etc. Faut refaire notre retard. Il faut être champion. Et on peut me raconter ce qu'on veut. Moi, pour moi, la bascule, elle est là. Et il y a une dernière chose sur son attitude sur le but de Icardi. Mbappé fait souvent cette passe-là. C'est pas quelqu'un non plus de très égoïste, comme pourrait l'être un David Trezeguet, par exemple, qui était imprégné du but. C'est-à-dire David Trezeguet, c'était le but. Mbappé n'est pas dans cet état d'esprit-là. Malgré tout, je pense qu'il y a un message dans sa passe à Icardi. C'est aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire des stats. On est là pour gagner la Coupe de France. Parce que malgré tout, même si elle est compliquée à mettre sa balle, il peut la tenter tout seul. Il est malgré tout face au gardien. Il peut essayer quelque chose. S'il cherche Icardi, c'est pour dire, en gros, aujourd'hui, on va gagner. Voilà, je m'en fous d'être le buteur de la finale, on va gagner. Il finit par l'être, comme par hasard. Et je trouve que dans ses gestes devant le gardien, il a aussi franchi un cap. Il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste, en fait. Lucide. Il tente plus des balles piquées pour tenter des balles piquées. Il tente des balles piquées quand c'est nécessaire, mais il met l'intérieur du pied quand c'est nécessaire. Il frappe fort quand c'est nécessaire. Il est beaucoup plus lucide et juste. Et c'est aussi un cap à franchir. Je termine sur ce qu'a dit Mousse, parce que tu n'étais pas là, mais je répète. Quand Mousse a dit je regrette d'avoir dit qu'on voulait qu'il parte, bah moi, je ne regrette pas, en fait. Parce que moi, je considère qu'à un moment donné, nous, on est là pour analyser ce qui se passe. Son comportement n'était pas bon. Et si c'était pour garder ce comportement,
oui, il devait partir. Si c'est pour avoir Non, le mais Mbappé avec... quand je dis ça, Yacine, non, mais t'as pas tort. Mais quand je dis ça, parfois on parle tu vois, c'est le lendemain d'une défaite ou parce qu'il avait fait un mauvais match. Et tu vois, tu sors ce genre de choses. Enfin, je parle de moi. Quand Oui, je dis oui, tu, oui. c'est en général. Mais Mais on ne l'a jamais dit. la saison n'était pas encore finie. Tu vois, Oui. comme tu l'as dit, hein, on sait pas, parfois on ne sait pas ce qui se passe aussi à l'intérieur du groupe. Et c'est vrai que sur Neymar, sur Neymar, peut-être que je pourrais encore continuer à le penser parce que tu sens que Neymar, il n'a pas passé ce cap comme l'a fait Mbappé. Mais Mbappé, quand tu le vois aujourd'hui, tu sens aussi qu'il a été pris dans quelque chose. Il ne faut pas oublier que la fin de saison avec Tuchel aussi, ça a été compliqué. Parce que les joueurs ont subi, et je finis là, la mauvaise entente, tu vois, entre la direction sportive et le coach. Et forcément, l'attitude de leur coach, et je parle de Thomas Tuchel, hein, et je ne dis pas que Thomas Tuchel était en tort. Hein. Moi, je rappelle juste que les joueurs ont subi les conséquences de la mauvaise entente. Tu vois, quand Tuchel faisait ses choix bizarres, quand il avait Marquinhos et qu'il voulait le mettre quand même milieu de terrain et qu'il avait Danilo, il le mettait en défense centrale, on savait très bien que c'était pour embêter Leonardo. Et ça, malgré tout, les joueurs, ils l'ont subi. Oui. Ensuite, les joueurs, ils ont pas forcément demandé à ce qu'on change de coach. Pochettino, il arrive. C'est une nouvelle façon de s'entraîner. C'est un nouveau schéma tactique. Le 4-2-3-1, il l'avait jamais fait avec Tuchel. Et donc, en tout cas, concernant Mbappé, moi, je pense qu'il y a eu un peu de tout ça qui a fait qu'il peut-être dans sa tête, à ce moment-là, il a un peu vrillé et il a fait un peu n'importe quoi parce que il voyait peut-être aussi son coach qui faisait n'importe quoi et peut-être que tous ensemble, ils avaient un peu baissé les bras. Oui, Et c'est oui. pour ça que je te dis que moi, je regrette parce qu'en fait, quand il est avec un autre coach, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Et aujourd'hui, qui peut dire, et même à l'époque, hein, qui peut dire que par exemple, Mbappé, c'est un joueur qui n'est pas professionnel? Non, on sait que c'est un joueur qui est ultra professionnel, qui est ultra compétitif. C'est pas quelqu'un qui va passer ses soirées devant la télévision à jouer au poker, aux jeux vidéo, etc. On sait qu'il a une hygiène de vie quasi parfaite. Donc c'est pour ça que moi je disais ça en fait, c'est parce que parfois on parle sous le coup de l'émotion sans analyser tous les paramètres qu'il y a autour. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de l'ère Tourelle, la fin, c'était compliqué, etc. C'était vraiment dans ce sens-là que je disais ça, Yass. Et je te laisse Ouais, ouais. finir, pardon. Non, non, juste, en fait, moi, sur quoi j'insiste, c'est que moi, je regrette pas dans le sens où, en fait, si il a évolué comme ça, c'est donc qu'à un moment donné, il y avait un problème. Et quand ce problème n'est pas réglé, et c'est pour ça que moi, je parle souvent de groupe, parce que c'est Ancelotti qui le dit souvent. Quand tu gagnes, c'est là qu'il faut renouveler ton groupe. Et je pense qu'en fait, le PSG, et je parle souvent de politique sportive et de groupe, de collectif plus que d'individualité, parce que pour moi, je ne regrette pas ce que j'ai dit sur Mbappé, parce qu'à ce moment-là, je reste persuadé qu'il n'avait pas le bon comportement. Après, les raisons, ça, c'est autre chose. Donc, je ne peux pas regretter, parce que s'il continuait comme ça t'allais dans le mur. Et c'est pour ça que je disais, il faut que tu partes, parce qu'il y a peut-être à un moment donné, justement, un contexte qui va te permettre de franchir ce cap. Euh, Maintenant, il a réagi très bien depuis 2 mois. Il n'y a rien à dire sur son comportement, sur son état d'esprit. Et donc, évidemment que si tu es capable, toi, de rester dans cet état d'esprit en fait, et d'emmener les autres avec toi, pourquoi tu vas partir? Bien sûr que personne ne veut que tu partes. Mais c'est comme tous les joueurs. Tu vois, je veux dire, des fins de cycle, Trippier, il a joué au niveau, il sait ce que c'est. Il y a un moment donné des joueurs sur qui tu t'appuies, qui arrivent en bout de course, tu ne peux plus t'appuyer sur eux. Ça ne veut pas dire que tu craches sur eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme ça, c'est le cycle d'un club, d'une équipe. Il y a un moment donné où tu ne peux plus t'appuyer sur eux, il faut passer à autre chose. C'est triste ou c'est dommage. Voilà, faut pas regretter en fait qu'un joueur parte parce que c'est le cycle d'un club de foot, c'est comme ça. Non, Justement, mais pour compléter ce que tu dis, Yacine, le meilleur exemple, c'est Klopp. Quand tu vois Klopp, ce qu'il a fait avec Liverpool et les temps d'années qu'il a été là-bas, chaque saison, il a recyclé. Chaque saison, il a recyclé sa défense, il a recyclé son milieu de terrain, il a recyclé aussi son attaque. Et c'est ce qui a fait qu'il a perduré comme ça avec Liverpool, tu vois. Et juste un petit point pour revenir sur ce qu'il a dit aussi, Yacine, quand il parlait de mental et de physique, il a tout à fait raison. Et là, c'est là où tu vois que c'est ce qu'on appelle aussi la résilience mentale. C'est ce fait de résister à l'adversité qu'il y a devant soi. Et là, Mbappé, et là, je suis tout à fait d'accord, quand il fait sa passe contre Nantes, tu sens que ça l'a atteint, ça l'a touché. Après, bien sûr, il y a aussi le côté aussi coach avec Pochettino, où tu sens qu'il est plus dans l'intelligence, dans le management émotionnel. Donc, c'est vraiment un côté humain. C'est vraiment une discussion qu'il a avec ses joueurs qui a fait la différence, parce que peut-être qu'à ce moment-là, Mbappé en avait besoin, même tout le groupe en avait besoin, parce qu'avec Soler Tourelle, c'était un peu plus compliqué. La communication même de Tourelle commençait à être
vraiment frontale envers le club. Donc, c'était quand même problématique pour les joueurs, parce que les joueurs, même s'ils disent non, je n'écoute pas, je ne regarde pas, mais c'est un peu faux. Hein. Les joueurs, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Hein. Donc, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, tu sens que Mbappé, et de toute façon, on l'a vu, quand il a marqué contre Montpellier, il est parti dans les bras du coach. C'est pas rien. C'est pas tout le monde qui fait ça. On peut même l'appeler le faillot quand on fait ça, tu vois. Quand tu fais des trucs comme ça, on peut dire que tu as un faillot, non, mais c'est la vérité, tu vois. Ah, c'est vrai. Fils du coach. Voilà, le fils du coach. Mais tu sens que voilà, il s'est passé quelque chose. Tu sens qu'il y a eu une discussion entre eux. Après, les critiques qu'on a vues envers Mbappé, c'était plus un peu sur son jeu parce qu'on a envie de voir peut-être autre chose, tu vois. Parce qu'on sentait qu'il commençait un peu se némariser, un peu dans sa façon de jouer. Aussi, par rapport à ça. Mais il n'y a pas que son jeu trippé. Il y a aussi son attitude sur le terrain qui a changé aussi. Toi, son attitude, le côté un peu je m'agace pour un oui ou pour un non. Tu ne me passes pas le ballon, je lève les mains en l'air. Tu ne vois plus ça en fait. Il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi sa prolongation. Il ne faut pas oublier ça. Il est en pleine réflexion de savoir si je reste au PSG ou si je pars. Et lui, Mbappé, il a envie d'avoir un projet sportif solide parce qu'il veut gagner. Il veut gagner et on l'a très bien vu sur la passe de Icardi, c'est tiens, je te donne le ballon, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose. Sur les matchs qu'il a pu faire auparavant, c'est aujourd'hui, on est tous ensemble, je me donne à fond parce que j'ai envie de gagner. Et c'est là, en fait, qu'il a… tu sens qu'il est en pleine réflexion et ça la met un peu dans le doute. Mais voilà, au bout d'un moment, on aimerait bien savoir ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il nous fait patienter comme ça. Nous, on n'arrive pas à dormir la nuit et lui, il est là, il nous fait patienter comme ça. C'est pas très bon. Hein. Trippi, toi qui étais hier pour la fondation, enfin PSG, alors je sais que ça a été court parce que mais tu as eu quand même, t'as fait un live Twitch pour le Paris Saint-Germain, tu étais avec Michel Collard notamment pour parler un peu du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu arrives à avoir quelques ressentis à l'intérieur du club, etc. Est-ce que les gens sont confiants? Est-ce qu'ils ne savent vraiment pas parce que Mbappé ne dit rien? Est-ce que tu as des échos? Le seul écho que j'ai, c'est vraiment que Mbappé, c'est pas l'argent qui l'intéresse. C'est vraiment le projet sportif. C'est vraiment qui va être derrière moi pour qu'on puisse aller chercher cette Ligue des Champions ou ce championnat ou toi-même toutes les coupes qu'ils ont pu gagner. C'est vraiment ça en fait. Lui, c'est ça qui l'anime. Lui, ce qui l'anime, c'est les trophées. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur comme ça, qui est vraiment animé vraiment par la gagne. Tu vois, Cristiano, il était comme ça. Même Messi au Barça, il était comme ça. Et là, tu as un nouveau joueur comme Haaland aussi. Tu vois, c'est des joueurs qui sont poussés par la gagne. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont dans leur compte, ils savent qu'ils l'ont, ils savent qu'ils vont l'avoir. Mais là, c'est vraiment le terrain qui parle et c'est vraiment dans le projet sportif qui veut s'inscrire. En tout cas, voilà, pour l'instant, on n'a pas la décision. Personne ne sait vraiment. Tout le monde suppute, a des échos, etc. Mais voilà, on est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé. Mais je pense qu'évidemment, avec l'Euro qui arrive, alors à voir s'il mettra au clair ça avant le début de l'Euro, ça serait quand même mieux pour lui dans sa tête. Je pense de dire s'il prolonge et comme ça, t'enterres le truc et tu peux passer un Euro avec la tête uniquement focus sur les Bleus. Ou alors, est-ce que tu fais traîner un peu ça et tu prends la décision pendant un mousse? C'est compliqué quand même. Hein. Ça serait mieux qu'il le fasse avant l'Euro, qu'il décide avant l'Euro quand même. Le problème, c'est que s'il ne se décide pas avant l'Euro ou s'il se décide tard, ça a forcément un impact sur le mercato parce que tout le mercato estival va dépendre aussi de la décision de Kylian Mbappé. Si tu le prolonges, eh ben, ça veut dire que lui, il a eu peut-être quelques garanties. Donc, il a plutôt intérêt à se prononcer assez vite pour laisser justement la direction du PSG travailler dans ce sens-là. Le problème, il est véritablement là parce que si jamais il était amené à partir, en tout cas, si lui, dans sa tête, il a pris sa décision, bah, autant qu'il le dise rapidement pour qu'au moins le PSG travaille à son remplacement. Et là, moi, j'ai une petite info, elle avait déjà circulé, mais on me l'a confirmé récemment. On a parlé beaucoup des rumeurs autour de Mohamed Salah pour remplacer un éventuel départ de Kylian Mbappé. Moi, ce n'est pas ce qu'on me dit. Moi, on me dit que Pochettino, en vérité, s'il devait perdre Mbappé, c'est plutôt Harry Kane qui voudra aller chercher à Tottenham. Et ce serait… Ouais. Tu as raison de le dire, parce que les infos qui viennent d'Angleterre, c'est que Harry Kane veut partir de Tottenham pour gagner des trophées et avoir une équipe compétitive. Daniel Levy, on sait, le propriétaire de Tottenham est très dur en affaires, donc ce sera un dossier compliqué. Mais si tu peux aller chercher un attaquant comme Harry Kane, Mousse, c'est quand même sacré. Après, il faut aussi qu'Harry Kane soit séduit par le projet parisien. C'est pas ce que je dis. En tout cas, Pochettino, lui, évidemment qu'il est séduit. C'est un joueur qu'il connaît très, très bien. Et il sait très bien qu'il s'adaptera à sa façon de jouer. Mais la priorité pour Pochettino en cas de départ d'Mbappé, ça serait plutôt Harry Kane. Et tu as raison de le dire, Harry Kane, je crois, il est encore sous contrat jusqu'en 2022 ou 2023. Donc, autant Mbappé, c'est très cher, mais Harry Kane aussi, c'est très, très, très cher. Et comme tu l'as dit, le président Levy de Tottenham,
c'est pas quelqu'un qu'on manipule aisément. Et que si tu veux, déjà, lui, il n'a pas envie qu'il parte. Non, Alors, c'est ça. la presse anglaise dit qu'il refuserait de le vendre à un autre club anglais, donc ça serait peut-être plus facile pour le PSG, mais en termes d'achat, enfin de prix d'achat, ça risquerait d'être très très élevé. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, je pense, pour la direction du PSG d'avoir la réponse assez rapidement d'Mbappé, qu'elle soit positive ou négative. Hein. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent évidemment lui dire, OK, toi tu veux partir, bah, nous on te retient et puis tu partiras l'année prochaine parce qu'on va absolument te garder une année de plus avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais je crois quand même que le PSG n'a pas intérêt à faire ça parce que voilà, tu vas perdre un joueur que tu as payé 180 millions d'euros quand même. Donc voilà, si Mbappé veut partir, et en plus je pense que les joueurs de la catégorie d'Mbappé, tu peux pas les retenir contre leur gré. Je crois que c'est impossible. Neymar en 2019, Paris était prêt à le laisser partir. Si Barcelone avait mis le prix, je pense qu'il serait parti. Il l'aurait pas forcément retenu. Ensuite, on a vu que Barcelone n'avait pas les moyens, donc il est resté. Et malgré tout, il a tourné la page, il est revenu, il a joué, il a été focus sur le PSG. Mais Mbappé, je pense que c'est compliqué de lui dire, voilà, non, tu bouges pas, c'est pas Verratti, quoi. Mbappé, c'est des joueurs hors normes et tu peux pas te mettre ton joueur à dos, le garder contre son gré une saison de plus, tu prends un risque. Yes. Juste sur Harry Kane, il faut savoir que Harry Kane, Pochettino, c'est un peu son deuxième père. C'est lui qui l'a lancé à Tottenham, c'est lui qui l'a fait confiance, c'est lui qui l'a fait progresser. Et Harry Kane, il a souvent répété que si un jour il devait retravailler avec un coach, ce serait Pochettino. Donc c'est pas rien non plus. Vraiment, dans la relation Pochettino-Kane, enfin, faut pas juste dire c'est le PSG. Il y a aussi cette relation, elle est vraiment importante pour Bien sûr, Kane. bien sûr. Et c'est un vrai avantage pour le PSG aujourd'hui si à un moment donné, tu dois aller le chercher. Et ça, c'est aussi l'avantage quand tu as un entraîneur qui a des voilà, contacts ou des affinités avec des joueurs, surtout du profil d'Harry Kane qui correspondrait, je pense, c'est ce que Paris, enfin, en tout cas Pochettino veut comme numéro 9, qui sait faire jouer les autres autour de lui, etc. Ce que Mauro Cardi fait moins, etc., qui est plus un attaquant de surface, même si c'est combiné. Mais Harry Kane, c'est vraiment le profil de numéro 9 complet qui sait tout faire, quoi. Un trépied, c'est vrai que Harry Kane, c'est quand même alléchant pour le papier. Enfin, on le voit depuis tout ce qu'il fait en Angleterre. C'est quand même un attaquant excellent et c'est dans le top 5 mondial. Ouais, non, mais c'est un attaquant qui fait participer ses coéquipiers et puis c'est aussi un très bon buteur. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Oui. C'est un renard des surfaces, c'est aussi un tueur à gage quand il est face au but. Après, comme l'a très bien dit aussi Yacine, hein, ce qui est important en fait dans le football, c'est les relations que tu as avec ton environnement et forcément avec ton coach. Donc si avec ton coach ça se passe mal, il peut y avoir des joueurs qui arrivent à faire abstraction de tout ça. On l'a très bien vu. Mais la plupart des joueurs, ils ont besoin d'avoir cette relation de confiance pour pouvoir s'exprimer, pour avoir vraiment ce potentiel, tu vois, exprimer vraiment leur potentiel au maximum. On l'a très bien vu avec Paredes, où Tourelle le malmenait un petit peu. Dès que Pochettino est arrivé, on a commencé à avoir dans l'attitude un Paredes nouveau, tu vois. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut pas minimiser, tu vois. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et de toute façon, le football commence un peu à venir sur ça, sur ce côté humain qu'on a perdu il y a quelques années. On était vraiment sur l'enjeu, alors que là, vraiment, on commence à revenir sur des bases un peu saines où avoir cette relation avec autrui est très importante. Bon, les amis, dernier match dimanche, hein, on peut se projeter sur dimanche soir. Dernier match du Paris Saint-Germain contre Brest. Donc pour la J38, la dernière journée de championnat de Ligue 1 de la saison 2021-2022. Monaco qui derrière affrontera Lens, Lyon jouera Nice et puis surtout Lille qui est premier, Yacine jouera Angers. Voilà, tout va se jouer, enfin en tout cas l'ultime journée de championnat va décider du sort du classement. C'est vrai que c'est assez rare, on l'avait dit quand on avait fait le débrief après le match contre Reims la semaine dernière, que tout se joue lors de la dernière journée. Mais là, voilà, Lille, on l'a vu, Trépil disait tout à l'heure, contre Saint-Etienne, voilà, quand ils sont dans la position du chassé, voilà, c'est compliqué. Là, on va voir comment Lille va négocier son dernier match contre Angers et Paris aussi, qui, on espère, va faire le travail contre Brest. Ouais, parce qu'en fait, il y a. Bon, moi, je suis pas devin, donc je pourrais pas pronostiquer. Non, demande pas Sinon, j'aurais déjà été mettre mon compte en banque sur le pari. Mais non, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. La première, c'est effectivement, il y a enfin, quand tu n'as pas l'habitude, il y a être chassé ou être chasseur, et c'est deux rôles totalement différents dans la pression que ça t'amène. La deuxième chose, c'est que là, aujourd'hui, enfin, tout le monde part du principe que Paris va gagner à Brest.
Donc, Lille n'a pas d'autre choix que de gagner. Et en fait, en dehors de la pression qu'il y a à te dire, tu as été. Alors, il y a plusieurs pressions. La première, c'est de te dire, tu es premier à l'avant-dernière journée, ce serait aujourd'hui un échec de ne pas être premier à la fin. Ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, je trouve que le PSG ne communique pas assez là-dessus, parce que moi, je vous le dis franchement, si j'avais été joueur du PSG, j'aurais envoyé 2-3 tacs comme ça en disant, ouais, de toute façon, ils ont été premiers pratiquement toute la saison, ils le méritent. Parce que vous savez, les joueurs, enfin, ils sont Ouais. adultes et pas tout à fait adultes. Et je vous jure que ce genre de phrase, ça pèse. Parce que tu te dis, ouais, c'est vrai, le mec, il est en train de te dire. Tu vois, par exemple, la phrase de Mbappé, ouais, c'est à cause de nous. Ça t'énerve, mais des fois, ça t'énerve dans le bon sens où ça te permet d'être motivé, et des fois, ça t'énerve dans le mauvais sens. Tu es dans la précipitation, tu es dans tout ça. Donc, c'est toujours, tu sais, il faut jouer avec ça. C'est le football hein, qui est comme ça. La deuxième chose, c'est que, en dehors de l'échec, il y a se dire, on doit gagner, donc on doit marquer. Et quand tu es dans l'obligation de marquer, il y a une pression. Moi, je parle souvent, j'en ai beaucoup parlé, notamment sur mon blog où je parle de ça, cette pression, tu sais, de quand tu es en réussite, l'attaquant, des fois, il est droitier, il prend un ballon pied gauche, pas du tout positionné, elle finit dans la lucarne. En fait, ça, c'est pas que de la chance, c'est un cercle vertueux. Et en fait, quand tu es dans la pression, ton intérieur du pied que tu vas mettre, qui finissait à l'intérieur, il finit sur le poteau. Et tout le monde te dit, ah, tu manques de chance. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est le pied qui tremble un peu. Tu l'as un peu trop. Ça me fait penser au coup franc de Ilmaz contre Saint-Etienne qui finit Oui. sur le poteau. Là. Je sais pas si Non, tu as vu, mais ça joue à pas grand-chose. Mais... Ben oui, parce que en fait, tu sais, le foot, c'est aussi de la précision. Tu sais, c'est comme comparé au tennis, le coup droit du mec qui tremble, elle finit juste dans le couloir ou elle finit à l'intérieur. Bah ouais, t'as le mec qui est capable de la mettre à l'intérieur 9 fois sur 10, et puis t'as le mec, dès qu'il y a un point important, il la met 9 fois sur 10 dans le couloir. Bah, le foot, c'est pareil. Et en fait, je pense que là où il y a un espoir, c'est que Lille sait qu'il doit gagner. Et en fait, avec cette envie ou ce trop-plein d'envie de vouloir marquer, tu peux être dans la précipitation, dans les mauvais choix. Tu sais toujours de chercher la meilleure position pour marquer et de manquer de spontanéité. Voilà. Et en fait, si Angers a envie de bien finir sa saison, je pense réellement que Lille peut être en difficulté. Voilà. Après, ça dépend aussi d'Angers. Si Angers a décidé d'être en vacances, comme Nice l'est depuis 3 mois, bah, effectivement, ça va être compliqué. Si Angers a décidé de se faire un dernier match pour Moulins, je pense réellement que Lille peut être en difficulté. Mousse, ouais, il faut tout être derrière Angers et puis il faut que les joueurs voilà, veuillent donner une victoire à Stéphane Moulin, l'entraîneur qui va quitter le club à la fin de saison quand même pour la dernière chez eux dans leur stade, même s'il n'y aura pas de supporters évidemment, mais Après, voilà. après on n'a pas le droit de faire comme en Espagne, d'offrir des primes à l'adversaire du concurrent. Oui, d'accord. Ah Parce oui, que c'est droit. oui, non, si on commence à faire ça, Attends, c'est rien, c'est qu'une prime. Hein. Si vous gagnez, on vous donne une prime. C'est rien. oui, oui, bien sûr. Non, C'est non, pas mais un achat de match. Hein. non, 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 ça c'est sûr. Surtout en ce moment où il n'y a pas grand, il y a plus beaucoup de clubs qui a des ronds de côté. En fait. Mousse. Oui, bah écoute, oui, nous, c'est normal qu'on souhaite la, la victoire d'Angers, c'est normal qu'on y croit. Encore une fois, on n'a pas vraiment notre destin entre les mains. Moi, je suis persuadé que le PSG, on l'a encore vu hier, même si ce n'était pas un grand match, mais dans la motivation, dans l'attitude, tu sens qu'ils vont aller à Brest pour tout casser. Je les vois vraiment pas perdre. Maintenant, Lille est dans la position du chassé, c'est vrai, vous l'avez dit juste avant moi, c'est pas une position qu'ils ont l'habitude de vivre. Donc c'est là-dessus que nous, on va espérer le faux pas, parce que évidemment que les jambes, elles vont un peu trembler quand l'arbitre va lancer le coup d'envoi. C'est obligatoire, ils sont à 90 minutes d'un titre de champion de France. Quand on sait qu'en Ligue 1, chaque saison, normalement, ce titre est promis au Paris Saint-Germain et que depuis l'RQSI, la première année, Montpellier avait fait un parcours incroyable et avait réussi au final à être champion. Et ensuite, tu as eu l'équipe de Monaco sur la saison 2016-2017, mais malgré tout avec un propriétaire qui avait les moyens et avec une très belle équipe quand même de Monaco, avec un Mbappé qui avait explosé lors de cette saison justement. Donc, évidemment que quand tu es Lillois, tu te dis le train, il ne repassera pas la saison prochaine. Donc, dans la tête des joueurs, c'est parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Cette équipe, elle va être renouvelée, cette équipe lilloise. Il y a énormément de joueurs qui vont, parce que Lille a besoin d'argent, qu'ils ont énormément de bons joueurs. En plus, ce sont des jeunes joueurs, donc les clubs vont pouvoir investir sur ces joueurs-là. Donc les mecs, vraiment, ils se disent, avant de quitter sans doute le championnat de France pour aller en Angleterre, en Italie ou en Espagne, ils ont envie de ramener ce titre. Mais de l'autre côté, voilà, en face, il y a Angers, il y a un coach emblématique là-bas, enfin pour eux en tout cas,
Je crois qu'il a passé 10 ans là-bas. C'est l'entraîneur de longévité des 5 grands championnats européens. Voilà. Donc évidemment que les joueurs vont essayer quand même de finir la saison sur une victoire pour qu'ils partent tranquillement. Nous, on peut que parier là-dessus. Pour le reste, on est assez impuissant. Et en fait, la question, c'est est-ce que, on se l'a posé tout à l'heure, est-ce que si Paris perd, la saison sera ratée? J'aurais tendance à te dire un peu oui et non en fait, parce qu'on a eu Julien la semaine dernière, Julien Cazard, et c'est vrai que son argument, il m'a quand même un peu convaincu. C'est vrai que la saison, elle est particulière, qu'on n'a pas eu de préparation. Le Covid, ça a beaucoup touché les joueurs. Ils ont eu du mal à revenir à leur niveau. Il y a eu des blessures, les suspensions. Tu as eu un changement de coach entre les deux. Donc voilà, si tu perds à 3 points à 1 point comment on appelle, de Lille, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te souvenais plus comment on appelait Lille, toi? Ouais, non, mais c'est parce que franchement, ça m'embêterait quand même que le PSG ne remporte pas ce 10e titre. Tu vois, c'est comme ils l'avaient appelé les Espagnols, la décima pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est un 10e titre, tu vois, c'est un chiffre symbolique. Et donc, oui, on a envie que le PSG remporte ce titre. Et peut-être qu'on sera un peu plus indulgent parce que, encore une fois, ça a été une saison un peu compliquée. Là, normalement, on aura une vraie préparation, même s'il y a l'Euro et la Copa América. Peut-être des joueurs vont arriver un peu en retard, mais en tout cas, tu auras une vraie préparation. Tu pourras préparer un vrai mercato. Tu auras le temps cette fois-ci. Donc voilà, on attend dimanche un résultat heureux, évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, bon, bah écoute, on a quand même vécu des belles émotions en Ligue des Champions. On a eu cette Coupe de France et on reconnaîtra la victoire aux Lillois. Et puis voilà, on n'aura pas d'autre choix. Crépy, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à ce qu'on dit Yacine et Mousse sur ce dernier match? Non, c'est que là, il y a deux trucs en fait. Soit Lille va jouer avec ce stress négatif, ou soit ils vont surjouer. Et quand tu surjoues, c'est pas bon parce que tu joues un foot que tu n'as jamais fait dans ta saison. Et même, en fait, c'est limite, tu veux sortir de ta zone de confort alors que tu n'as même pas encore essayé à l'entraînement. Donc ça peut être très compliqué pour eux. Ah, il y a un problème de connexion avec Trépi cette fois? Quand il parle au micro. Ça y est, entre autres. Ça a bugué un peu. Vous m'entendez ou pas? Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Tu peux reprendre, tu peux recommencer, je pense. Non, je disais par rapport à la sortie de Fonte à la fin du match. Ah oui. Où tu sens que ça l'a vraiment frustré, ça l'a vraiment énervé, cette façon de Saint-Etienne, comment Saint-Etienne a joué. Juste pour rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, José Fonte, capitaine lillois, a dit en fin de match après Saint-Etienne, c'est bizarre que Saint-Etienne se soit mis à jouer comme ça, alors que d'habitude, etc., ils ont un niveau de jeu moins élevé, on va dire. Et j'imagine que et tout le monde avait répondu, j'ai vu sur Twitter, en disant c'est sûr que Saint-Etienne, ils n'ont pas, ils n'ont pas donné le match comme Nice l'avait fait, donc ça l'a un peu gêné le capitaine lillois, mais Saint-Etienne a déjà joué des gros matchs contre des gros cette saison, donc c'était normal. Mais voilà, José Fonte s'étonnait du niveau de Saint-Etienne dernier match. Je te laisse reprendre, Trépi. Non, mais puis même les adversaires, ils veulent pas se faire humilier par le champion en titre. Donc forcément, Angers, ce week-end, vont faire déjà, j'espère, un bon match, déjà pour leur coach, pour bien terminer la saison aussi. Et puis parce qu'ils ne veulent pas donner le titre peut-être à Lille, tu vois, il y a aussi ça. C'est comme Paris quand ils ont joué, même contre Lyon, quand Menez y marque, c'est la même chose, c'était un bon match contre Lyon. C'est-à-dire que Lyon ne voulait pas donner le titre au Paris Saint-Germain. Donc forcément, un match nul ou une victoire, un match nul entre Angers et Lille, ça nous permet après à nous de faire le boulot, mais ça va être compliqué aussi contre une équipe de Brest aussi qui est dans l'obligation de gagner. Tu joues chez eux, c'est quand même même s'il n'y a pas de supporters, c'est quand même un stade assez particulier, c'est un stade un peu british, tu vois, le terrain est pas mal, donc Brest aussi arrive à avoir aussi à jouer, tu vois, tu as Romain Fèvre qui est pas mal, tu as aussi t'as leur milieu de terrain aussi qui arrive bien à manier le ballon, donc ça va être une confrontation difficile, mais les Parisiens seront aussi dans l'obligation de gagner, donc j'espère que ce sera un match ouvert. Le stade Francis Leblay dont tu faisais référence pour le stade de Brest. Écoutez, on verra. Hein? Que j'ai bien connu. Oui, j'ai bien connu en plus. Toi, l'ancien joueur de Brest, évidemment. C'est vrai que. Les crêpes, tu connais, les crêpes, tout ça.
sais, moi, je croyais que tu allais me parler de football, etc. Là, tu me parles, voilà, tu me parles des à côté. Ah, on parle de gastronomie ici. Le football, des fois, faut mettre ça de côté. Hein. Est-ce que tu conseilles d'aller visiter Brest cet été, Trippy? Ouais. Voilà. Ah. Tu as ta réponse. Bon, bah, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller. Ah, Trippy, Ouais, parce que ça coupe là. Dis-moi. non, j'ai dit, est-ce que tu conseilles aux gens d'aller en vacances à Brest cet été? Bah, mais attention, la Bretagne, c'est pas mal. Hein. Il y Ah, non, a des très bonnes, il y a des très bonnes îles là-bas en Bretagne. Hein. Après, il faut vraiment voir la météo quand même. Hein. Faut pas partir comme ça à l'abordage. Aujourd'hui, je vais en week-end en Bretagne, je vais me faire la malle. Il faut quand même regarder la vidéo, mais quand il fait beau, tu vois, tu as des îles du côté de Lorient, Concarneau, tu vois, tout cet environnement-là. Où, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Tu vois, tu as l'air marin, donc, et puis tu manges bien, il faut dire la vérité. Là-bas, tu manges très bien. Donc, Ah oui. je conseille aux gens, surtout après ce Covid là, qui nous a un peu mis dedans, tu vois, s'ils veulent retrouver un peu le sourire, voilà, de partir en Bretagne. Ouais, niveau alimentation, ils sont quand même bien cotés, la Bretagne. Voilà, tu t'es jamais déçu là-bas quand même. Il y a de quoi faire. Bon, en tout cas, ça nous a fait très plaisir une nouvelle fois que tu sois avec nous, Trippy, aujourd'hui. Merci à vous. Plaisir Merci à vous. de te recevoir. Oui, ouais. Le club le plus titré, champion de France, c'est Saint-Etienne avec 10 titres. Franchement, ce serait beau que le PSG égale Saint-Etienne, passe devant Marseille, parce que Marseille c'est 9, sur un scénario comme ça quand même, qu'on n'a jamais vécu. Bah oui. Ça serait fou. Là, c'est un peu digne de la tête d'Alisson avec L'année Liverpool. des 10 ans de QSI, l'année des 50 ans. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et ça serait magnifique. Bon, en tout cas, on verra bien. Résultat, dimanche soir, donc après la dernière journée en multiplex, comme la semaine dernière, où il y aura tous les matchs dimanche soir à 21h. Donc pareil, ça va être ascenseur émotionnel. Ça se trouve, il va y avoir un but à Angers et puis ça va arrêter l'égalisation. Enfin, je pense que ça va être n'importe quoi. C'est toujours comme ça, les dernières journées de multiplex. Hein. Même quand il n'y a pas d'enjeu, etc., tu as toujours une avalanche de buts. Et on espère qu'ils seront favorables au Paris Saint-Germain. On débriefera tout ça, évidemment, lundi dans le podcast. Merci encore, Trépi, d'avoir été avec nous, parce que je sais que tu as eu une grosse journée hier entre la fin du PSG et puis le match que tu as dû aller jouer au Luxembourg avec ton équipe. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci Mousse et merci Yacine pour Merci à toi, Hugo. comme d'habitude. Et puis on se donne rendez-vous lundi. Et puis on espère Salut à tous. Heureux. Salut à tous. Ciao, ciao. Fin de semaine. Ciao.